Bonjour à tous et bon appétit à ceux qui sont en train de dîner. Mon nom est Cindy McCulloch, je suis coordonnatrice des communications chez STIC. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation des résultats de la 11e édition du Baromètre industriel québécois. Le contexte est un peu beaucoup différent cette année, mais vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation. Plus de 250 personnes se sont inscrites. Donc, signe que notre étude qui permet de dresser un portrait unique du secteur manufacturier d'ici est un incontournable dans le milieu des affaires québécois, et ce, depuis maintenant 11 ans. Nous en sommes très fiers. Je voudrais d'abord remercier nos partenaires qui ont rendu possible la tenue de cet événement. Notre partenaire principal, Investissement Québec, ainsi que nos partenaires classiques, la Banque nationale du Canada, AGA Assurance collective et GPL Assurance. STIC reçoit également l'appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, merci beaucoup à tous pour votre précieux support. Richard, je te cède la parole pour le dévoilement des résultats. Merci. Alors, merci Cindy. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aussi nombreux à la présentation des résultats de la 11e édition du Baromètre industriel québécois. Permettez-moi tout d'abord de vous décrire en quelques phrases ce qu'est STIC et ce que nous faisons. Donc, STIC est une association d'entreprises manufacturières fondée il y a plus de 30 ans. Notre mission est de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Nous sommes actifs dans plusieurs secteurs manufacturiers et, bon an, mal an, nous desservons 700 entreprises différentes chaque année. Notre mission peut également se résumer en 2 mots. Premièrement, trouver. Nous aidons les entreprises à trouver des fournisseurs, des clients, des partenaires par le biais de nos différents bulletins d'occasion d'affaires que nous diffusons, par nos contacts directs aussi auprès des entreprises, également par le biais de nos divers événements de maillage et de réseautage qui vont reprendre en personne aussitôt qu'on pourra. Également, nous aidons les entreprises à améliorer leur compétitivité par le biais de nos activités de formation en personne ou en ligne, par le biais de nos visites d'entreprises qui vont reprendre, également à travers nos différents programmes d'amélioration de la performance des fournisseurs. Je nomme Podium Transport en premier lieu, qui est un important programme pour les entreprises qui sont des fournisseurs dans le secteur du transport terrestre. Également, nous avons un programme pour les entreprises qui sont actives dans le secteur minier. Et enfin, nous offrons un diagnostic Industrie 4.0 admissible aux aides financières gouvernementales. Pour mener à bien notre mission, nous pouvons compter sur le support de plusieurs partenaires et pour la plupart depuis de nombreuses années. On les voit à l'écran, donc on voit autant les partenaires gouvernementaux, institutionnels, on voit également des partenaires qui sont des grandes entreprises manufacturières ou offrant des services aux manufacturiers. Également, au cours des années, nous avons tissé des liens avec plusieurs partenaires institutionnels, régionaux ou sectoriels. On les voit apparaître à l'écran. Donc, en combinant nos forces, on est plus efficace et actif auprès de nos clientèles respectives qui souvent s'entrecoupent d'ailleurs. Avant de présenter les résultats, c'est important de vous mettre en contexte donc, la situation particulière dans laquelle on vit. Comme vous savez, l'année 2020, à cause de la COVID-19, est particulière. Nos vies ont été chamboulées. Donc, quand je vais présenter les résultats pour l'année 2019, on va parler de croissance des ventes, de pénurie de main-d'œuvre, etc. Ça peut avoir l'air très lointain, mais les entreprises ont été sondées en février de cette année et donc les résultats, tels que mentionnés, portent sur l'année 2019. Tout d'abord, il est important aussi de vous présenter la méthodologie afin de pouvoir comparer nos résultats avec d'autres études. Encore une fois, cette année, nous avons mandaté la firme BIP Recherche le soin de contacter des entreprises comptant entre 10 et 500 employés, qui sont des entreprises manufacturières dans plusieurs secteurs, donc des entreprises qui sont présentes dans notre base de données des fournisseurs. Donc, la firme BIP a contacté 500 entreprises et ils se sont assurés, en fait, que l'échantillon des répondants soit représentatif de la population en termes de localisation, en termes de taille, également en termes de secteur d'activité. Nous avons par la suite mandaté M. Simon Bastien, consultant d'expérience en analyse économique, d'analyser en profondeur nos résultats et de le compléter avec des résultats obtenus de diverses sources crédibles. Enfin, M. Bastien a effectué ce qu'on appelle un croisement des indicateurs, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'innovation, on a séparé la population entre les entreprises qui innovent beaucoup et celles qui innovent peu, et on a noté les résultats par exemple, sur l'embauche ou sur la croissance des ventes. C'est ce qu'on appelle un croisement entre indicateurs et ça nous donne une bonne indication de l'impact des décisions ou des choix des entreprises.
Donc, quelques chiffres avant de commencer pour illustrer l'importance du secteur manufacturier. Le produit intérieur brut du secteur manufacturier en 2019 était de 51 milliards de dollars, en croissance de 3,3 par rapport à l'année précédente. Le poids relatif d'ailleurs du secteur manufacturier est assez stable depuis quelques années car il représente tout près de 14 de notre économie. Les ventes étaient de 170 milliards, en hausse de près de 3 par rapport à l'année précédente. Le secteur manufacturier emploie 448 000 personnes dans plus de 13 600 établissements. Quand on pense au secteur manufacturier, on a souvent en tête les grandes entreprises, même les moyennes entreprises. Or, il est important de garder à l'esprit que 92 des entreprises manufacturières comptent moins de 100 employés. Donc, le secteur manufacturier québécois, c'est d'abord et avant tout de la petite entreprise. Néanmoins, le secteur manufacturier reste très important pour notre économie car il compte pour 89 des exportations. Les salaires y sont de 15 supérieurs à la moyenne. Et enfin, depuis 3 ans, en fait, en 2019, on voyait une situation de plein emploi dans le secteur manufacturier. En effet, si on calcule le taux de chômage pour le secteur strictement manufacturier, il était de 3,3 comparativement à 5,1 pour l'ensemble de l'économie. À titre de comparaison, en avril 2020, avec la crise et la fermeture des entreprises, le taux de chômage, tout secteur confondu, était de 17 au Québec. Évidemment, à mesure que les activités reprennent, ce taux de chômage va baisser considérablement au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 sujets, qui sont les 5 thèmes de notre étude. Tout d'abord, il y a les ventes, les ressources humaines, les investissements, l'innovation, ainsi que les technologies numériques. Il y a beaucoup d'informations dans ce que je vais vous présenter. Tel que mentionné par Cindy, l'étude vous sera envoyée par courriel après notre présentation. Également, elle sera disponible sur notre site web. Donc, je vous demanderai de garder votre attention sur les éléments que je vais vous faire ressortir parce qu'il y a beaucoup de chiffres et l'important n'est pas de retenir chacun des chiffres. Donc, commençons par les ventes. On va pouvoir constater à l'image suivante qu'il y a eu une belle progression des ventes, mais une progression un peu ralentie par rapport à l'année précédente. Donc, pour la première image qu'on voit, c'est l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises par rapport à l'année précédente. En couleur orange est illustrée la proportion des répondants qui ont eu une augmentation de leur vente d'au moins 5 En bleu, on voit la proportion des répondants qui ont eu une baisse de leur vente d'au moins 5 Le reste des entreprises, donc, c'est à l'intérieur de la marge de plus ou moins 5 Et donc, sans s'attarder aux chiffres, on peut voir rapidement, pour l'année 2019, qu'il y avait nettement plus d'entreprises qui ont eu une croissance des ventes que d'entreprises qui ont eu une décroissance de leurs ventes en 2019. Cependant, on peut voir, si on compare l'année 2017, 2018 et 2019, on peut voir que la croissance a ralenti. Pour utiliser un terme à la mode, la courbe de croissance s'est aplanie. Par contre, on a eu une certaine croissance d'entreprises qui ont eu une baisse des ventes. Donc, on pouvait voir, en 2019, il y avait un certain ralentissement de la croissance. Pas un ralentissement économique, un ralentissement de la croissance économique. Une des raisons qui explique ce ralentissement de la croissance, c'est la stagnation des exportations. Ces données-là ne proviennent pas de nous. On peut voir donc entre 2018 et 2019, les exportations québécoises sont restées à peu près au même niveau. Je vous rappelle que les États-Unis, avec 71 comptent pour notre principal marché d'exportation, suivi de très, très loin par la Chine, avec 4 Parlant de marché, on a regardé également où vendent nos entreprises. Alors, j'attire votre attention sur le premier chiffre ici en bas à gauche, qui est 25 Donc, c'est la proportion des répondants dont les ventes se limitent au Québec. Donc, pour 25 illustrés dans la zone bleue, les ventes se limitent seulement au Québec. Pour la tranche supérieure, le 20 en jaune, c'est la proportion des entreprises qui vendent au Québec et dans le reste du Canada. Ensuite, la zone suivante, le 30 ça illustre la proportion des entreprises qui vendent au Québec, au Canada, mais également aux États-Unis, mais pas hors de l'Amérique du Nord. Et enfin, la dernière tranche en rouge illustre les entreprises qui vendent un peu partout dans le monde. D'ailleurs, j'attire votre attention également sur cette zone-là. Sur certains écrans d'ordinateur, ça sort gris-bleu. Sur certains autres, ça sort gris-vert. Donc, pour le bien de la présentation, je vais appeler ça tout simplement gris. Donc, si on regarde maintenant en fonction de la taille de l'entreprise, on voit que les zones des ventes strictement au Québec et des ventes strictement au Canada, donc pas d'exportation hors Canada,
on voit que ces zones-là sont plus importantes pour les plus petites entreprises, les 10 à 19 employés, que pour les groupes ici, les plus grandes entreprises, donc les 10 à 500 employés. Inversement, les plus grandes entreprises sont beaucoup plus nombreuses à exporter donc, aux États-Unis et même hors Amérique du Nord. Donc, ce constat-là se maintient pas mal d'année en année. Maintenant, si on regarde au point de vue des ressources humaines, on parlait encore en 2019 donc, de pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, ça peut paraître curieux un peu ces temps-ci avec le taux de chômage aussi élevé, mais considérant que la crise de la COVID-19 va s'estomper au cours des prochains mois, le choc démographique, lui, ne s'estompera pas. Donc, les impacts de la pénurie de main-d'œuvre vont se faire sentir encore longtemps. Donc, c'est un sujet qui va demeurer d'actualité. Un peu comme on a fait pour les ventes tout à l'heure, on démontre ici par les barres jaunes, orange plutôt, la proportion des répondants qui ont augmenté leur nombre d'employés d'au moins 5 % et en bleu, les entreprises qui ont fait des mises à pied d'au moins 5 % de leur main-d'œuvre. Alors, on peut voir que, donc, du côté des entreprises qui ont augmenté leur nombre d'employés, c'est à des niveaux jamais atteints donc depuis 2 ans. 42 % des entreprises ont augmenté d'au moins 5 % le nombre d'employés. Par contre, ce qu'on appelle les petits nuages à l'horizon, on voit qu'il y a un peu plus d'entreprises, illustrées en bleu, qui ont fait des mises à pied en 2019. C'est rien de majeur et on voit qu'il y avait nettement plus d'entreprises qui ont embauché que celles qui ont fait des mises à pied. Donc, avec des résultats, plus de 40 % d'entreprises qui embauchent depuis 3 ans, on peut constater que le problème, donc la pénurie de main-d'œuvre, le problème de recrutement, sont encore d'actualité. À cet égard, on a demandé aux entreprises de nous qualifier leurs problèmes de recrutement, rétention de main-d'œuvre, également les problèmes de relève. Commençons par le jeu de données illustrées en bleu, qui représente donc la proportion des entreprises qui considèrent leurs problèmes de recrutement comme assez ou très importants. On voit que depuis 3 ans, c'est en haut de 80 % et c'est nettement en haut de la moyenne de 2010 à 2018. Donc, le recrutement est encore un grand enjeu pour les entreprises. De couleur orange, on voit la proportion des entreprises qui considèrent comme comme la rétention des employés comme étant un enjeu assez ou très important. On peut voir qu'en 2019, avec un 67 % à droite ici, on peut voir que c'était le plus haut niveau jamais atteint, supérieur aux 2 années précédentes, qui elles-mêmes étaient supérieures à la moyenne 2010-2018. Donc, la rétention devient encore plus importante depuis l'année dernière. Et enfin, on voit avec les barres grises que le 3/4 des répondants considèrent que la relève est un enjeu assez ou très important pour elles. Donc, on voit que le problème de main-d'œuvre, c'est important, c'est même très important depuis plusieurs années. Alors, cette année, on a demandé aux entrepreneurs quels sont les effets de cette pénurie de main-d'œuvre sur votre entreprise. Voyons ce qu'ils nous ont répondu. À gauche complètement, on peut voir que près du 3/4 des répondants affirment que la pénurie de main-d'œuvre a augmenté le nombre d'heures travaillées par les employés. 58 % affirmaient avoir livré des contrats ou des commandes en retard à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Pour 55 %, ce fut la perte ou le refus de contrat ou de commande. Et on sait que ça fait mal pour un entrepreneur de refuser des commandes, mais c'est ce qu'ont vécu plus de la moitié des répondants. La moitié des répondants, en fait, plus de la moitié des répondants a également mentionné avoir eu davantage recours à l'impartition, donc à la sous-traitance. Près de la moitié d'entre eux, 45 % en fait, ont perdu des employés clés. Donc, en plus de se battre contre la concurrence pour les clients, beaucoup d'entreprises se sont battues contre leur concurrence locale, régionale pour attirer donc, et retenir les meilleurs employés. Le tiers des répondants ont affirmé avoir dû remettre plus tard ou de diminuer les investissements en innovation. Près d'un répondant sur 5 a affirmé bien honnêtement que la qualité de leurs produits et services s'est détériorée à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Et enfin, 15 % ont dû délocaliser certaines activités hors du Québec. Donc, on peut voir que les impacts de la pénurie de main-d'œuvre sont très importants pour beaucoup d'entreprises manufacturières. Mais nos entrepreneurs étant des personnes résilientes, créatives, on leur a demandé également, mais qu'avez-vous fait face à cette pénurie de main-d'œuvre pour amoindrir donc ces effets sur votre entreprise? On voit, premièrement, avec 87 %, donc près de 9 répondants sur 10, ont augmenté les salaires et les avantages sociaux de leurs employés. Plus de 8 sur 10 ont adapté les horaires et offert plus de flexibilité aux employés.
à peu près la même proportion a embauché des travailleurs moins qualifiés que désirés. Et ainsi, donc, les 2/3 ont bonifié ou mis en place des programmes de formation plus intensifs. Plus de 6 répondants sur 10 ont investi pour améliorer l'image, l'attractivité de l'entreprise. 58% ont dû automatiser ou robotiser certaines tâches ou certaines activités. Et enfin, le tiers des entrepreneurs ont recruté à l'étranger. Donc, on peut voir ici qu'il y a beaucoup de bonnes idées, mais en fait, ces idées, pour la plupart, sont mises en place par 6, 7 ou 8 entreprises sur 10. Donc, les bonnes idées voyagent entre les entreprises. Donc, on voit que nos entrepreneurs sont créatifs, trouvent des solutions, mais à partir du moment où tout le monde met les mêmes solutions en place, bien, ça ne règle pas vraiment le problème d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Maintenant, au niveau des investissements, vous savez, chaque année, il y a beaucoup d'études qui relient la productivité du Québec aux investissements. Souvent des investissements en achat d'équipement, en automatisation, en technologie, en immobilisation, etc. Alors, si on regarde les données pour la productivité du Québec, ces données-là ne viennent pas de nous, mais quand même sont très pertinentes. On voit en bleu la productivité du Québec en dollars constants de 2012. On voit l'évolution à travers les années, comparativement à la productivité de l'Ontario, de couleur orange, et aussi comparativement à l'ensemble du Canada, de couleur grise. Donc, on voit que la productivité du Québec, loin de s'améliorer, en fait, le déficit par rapport à celle de l'Ontario et celle du Canada, s'est accru. Quand on considère que le Canada est en milieu de peloton par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE et en queue de peloton par rapport aux pays du G7, on voit que du côté de la productivité, on a encore beaucoup de chemin à faire au Québec. Donc, face à ça, regardons ce que les entreprises ont fait du côté des investissements. Dans ce graphique, nous avons mis les investissements, en fait, les dépenses qui sont considérées typiquement comme pas des investissements, donc la formation, avec les autres entreprises, avec les autres dépenses en investissement, parce qu'on a réalisé au cours des années que les dépenses en formation étaient plutôt des investissements réellement, parce que les résultats générés sont similaires aux autres types d'investissements. Donc, commençons par la formation. Ce sont les barres verticales bleues. On peut voir qu'en 2019, avec un total de 31 %, on peut voir qu'il y a eu une amélioration, en fait une augmentation du nombre d'entreprises qui ont beaucoup investi en formation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est probablement une réponse à la pénurie de main-d'œuvre, donc au besoin de former davantage des employés un peu moins qualifiés qu'on embauche. Mais en soi, c'est une bonne nouvelle. En orange, on voit l'évolution de la proportion des entreprises qui investissent beaucoup en achat d'équipement. On voit qu'il n'y a pas d'amélioration depuis les dernières années. C'est le même phénomène qu'on observe en gris, qui représente la proportion des entreprises qui investissent beaucoup en recherche et développement de produits et de procédés. Encore là, donc, il n'y a pas d'amélioration notable. Et enfin, en couleur rouge, c'est la proportion des entreprises qui investissent beaucoup en technologie. Et encore là, on observe une stabilité depuis plusieurs années. Donc, on ne peut pas dire que les investissements, en fait, les dépenses considérées comme des investissements typiques, comme l'achat d'équipements, les technologies, la R&D, ont augmenté au cours des dernières années. C'est plutôt seulement les investissements en formation. Pourtant, d'année en année, nos résultats nous démontrent, ça vous pourrez le voir dans notre rapport du baromètre qui vous sera envoyé, donc nos résultats démontrent qu'à divers niveaux, les dépenses en fait en investissement en formation, en achat d'équipement, en R&D, en technologie, ont un impact positif sur le chiffre d'affaires, l'embauche, les exportations, l'établissement de partenariats entre entreprises, l'innovation ainsi que l'intégration des technologies numériques. Maintenant, le quatrième sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'innovation. Donc, dans le cadre de notre sondage, si on voulait être capable d'avoir des réponses uniformes d'une entreprise à l'autre, nous avons défini l'innovation comme étant une méthode, une stratégie, un processus, un procédé, un produit ou un service qui est nouveau ou significativement amélioré. Donc, regardons les résultats pour cette année. Ces résultats sont illustrés avec le jeu de données qu'on voit à droite. Donc, premièrement, avec la barre en bleu, on voit que 76 % des entreprises ont innové au point de vue des méthodes d'organisation des opérations et autres processus d'affaires. 68 % des répondants affirment avoir innové au niveau des produits. 67 % affirment avoir innové au niveau des procédés de fabrication. Et enfin, 37 % affirment avoir innové dans leur façon de commercialiser leurs produits.
Maintenant, si on regarde l'année 2019 par rapport à l'année 2016, on voit qu'il n'y a pas de réel progrès, à part peut-être au sujet de l'innovation pour les méthodes d'organisation des opérations et autres processus d'affaires. Donc, on verra au cours des prochaines années si cette hausse-là se confirme. Maintenant, si on veut savoir, est-ce que ce sont toujours les mêmes entreprises qui innovent? Le graphique suivant illustre le degré d'innovation au cours des 3 dernières années pour les entreprises. Donc, on a tout simplement compté le nombre de réponses affirmatives que les gens ont données par rapport aux 4 questions sur l'innovation, donc les 4 types d'innovation. En bas, ici, à gauche, on voit 9 %. Donc, 9 %, c'est la proportion des répondants qui ont répondu non aux 4 questions, donc qui ne font aucun type d'innovation. Ensuite, en se déplaçant vers le haut, on voit 14 %, c'est la proportion des répondants qui affirment avoir réalisé un seul des 4 types d'innovation, peu importe lequel. Ensuite, on a le quart des entreprises qui ont réalisé 2 types d'innovation. On a à peu près la même proportion qui ont réalisé 3 types. Et enfin, la dernière portion ici, on voit que c'est à peu près le quart des entreprises qui affirment avoir réalisé les 4 types d'innovation. Maintenant, si on regarde comment ça se décline en fonction de la taille d'entreprise, au-delà des chiffres, on peut rapidement voir que les zones plus pâles ici sont plus importantes pour les 10 à 19 employés. Donc, ce sont les zones pour les entreprises qui ont 0 ou 1 type d'innovation. Donc, ces zones-là sont plus importantes que pour le groupe 10 à 500 employés. Et à l'inverse, les groupes de 10 à 500 employés, on voit que la zone des 3 ou 4 types d'innovation est plus importante que pour les plus petites entreprises. Donc, on voit que les plus grandes entreprises, donc les 10 à 500, font plus d'innovation que les plus petites. Et ça, évidemment, ça se comprend. Maintenant, si on regarde le lien entre les investissements et l'innovation, alors pour ce faire, on a séparé les 2 groupes opposés. En orange, on a illustré les entreprises très innovantes, donc qui ont répondu oui aux 4 questions, donc 4 types d'innovation. Et en bleu, on a illustré les entreprises qui ne font aucun type d'innovation. Alors, on voit que les entreprises innovantes sont plus nombreuses à investir en formation, en achat d'équipement, également beaucoup plus nombreuses à investir en recherche et développement, ainsi qu'en technologie. Et le lien avec, par exemple, pour la R&D et les technologies est encore plus marqué que pour les 2 autres. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre l'innovation et l'investissement. Le même type de comparaison, on le fait également pour comprendre les impacts de l'innovation sur la performance et les activités de l'entreprise. Donc, de la même façon, on peut voir que les entreprises très innovantes en orange sont plus nombreuses à avoir augmenté leur chiffre d'affaires, à avoir également augmenté leur nombre d'employés par rapport à celles qui n'innovent pas en bleu. Les entreprises innovantes sont beaucoup moins limitées au Québec et exportent davantage aux États-Unis et à l'international. Également, il y a un lien très fort entre l'innovation et l'implantation des technologies numériques, telles qu'illustrées par les 2 derniers jeux de données. Donc, les résultats sont très probants entre le lien, en fait, entre l'innovation et les résultats de l'entreprise, sa performance, ses activités, etc. Donc, ces résultats ont été obtenus en faisant ce que je disais tantôt, comme un croisement de données. Mais cette année, on a demandé directement aux entrepreneurs qu'est-ce que l'innovation vous a apporté dans votre entreprise. Eh bien, plus des 3/4 des répondants ont affirmé que l'innovation a permis d'augmenter la productivité. Plus de 6 répondants sur 10 affirment que l'innovation leur a permis de diminuer leurs coûts. À peu près la même proportion a mentionné que l'innovation leur a permis de renouveler davantage leur clientèle. Le 4e point est particulièrement intéressant parce que plus de la moitié des répondants affirment que l'innovation leur a permis d'attirer de nouveaux talents. Alors, quand on sait que le problème de la pénurie de main-d'œuvre risque d'être avec nous pendant plusieurs années, c'est intéressant de voir et rassurant même de voir que l'innovation attire le talent, donc tel que mentionné par les répondants. Donc, il y a un lien très fort. Donc, on voit que les gens veulent aller travailler dans des entreprises qui sont innovantes. Et enfin, plus de 4 répondants sur 10 affirment que l'innovation leur a permis d'exporter. Ce résultat, on pouvait s'y attendre. Évidemment, si on veut se démarquer sur les marchés mondiaux, il faut avoir des produits qui se démarquent. Et c'est ce qu'ont mentionné les répondants. Le dernier sujet aujourd'hui, ce sont les technologies numériques. Pour la 2e année consécutive, nous avons, en collaboration avec Investissement Québec, identifié 10 technologies numériques susceptibles d'être implantées par les entreprises. Alors, voyons les résultats pour cette année. On les voit à l'écran, les technologies sont listées.
Et pour chacune des technologies, on peut voir 3 types de réponses. Donc, dans la zone orange, on voit la proportion des entreprises qui affirment que cette technologie-là est déjà intégrée. Dans la zone grise, on voit la proportion des répondants qui disent que cette technologie-là n'est pas intégrée, mais c'était prévu cette année. Évidemment, avec l'année qu'on vit, il est possible que certains projets soient remis, mais donc, au moins, c'était prévu pour cette année. Il y avait eu déjà une intention et sûrement des efforts à ce niveau. Et enfin, la dernière zone en bleu, c'est la proportion des répondants pour qui la technologie n'est pas implantée et pour laquelle ça n'est pas prévu cette année. Ainsi, on peut voir que la technologie numérique la plus populaire est la surveillance et contrôle en temps réel, suivie de la maintenance prédictive, de l'interconnexion des équipements, de l'interconnexion avec les clients et fournisseurs, suivi de la robotique, de l'utilisation des plateformes mobiles connectées, des cellules de production autonomes, de l'impression 3D ou fabrication additive, le configurateur de produits en ligne pour les clients, pour finir avec la prise de décision autonome par les systèmes TI. Dans ce cas-là, les entreprises qui sont rendues là, on parle souvent plus de l'intelligence artificielle, enfin on s'en approche, ces entreprises-là ont probablement intégré la plupart des technologies précitées. Maintenant, si on veut regarder quel est le degré, le taux d'intégration des technologies dans les entreprises. On commence par, en bas à gauche ici, on voit 48 % dans la zone pâle. 48 %, c'est la proportion des répondants, toutes tailles confondues, qui ont intégré 0 ou une seule technologie à date dans l'entreprise. Si on monte, on voit 31 %, c'est la proportion des répondants qui ont intégré 2 ou 3 technologies, suivi de 16 % qui ont intégré 4 ou 5, et la dernière portion, 5 %, ce sont les entreprises qui ont intégré 6 technologies numériques ou plus dans leurs activités, dans leurs opérations. Sans surprise, les plus petites entreprises sont plus nombreuses à avoir intégré aucune ou une seule technologie que les plus grandes. Mais tout de même, avec 37 % ici d'entreprises comptant entre 10 et 500 employés qui ont intégré 0 ou une technologie, il n'y a quand même pas de quoi pavoiser. On voit qu'il y a du chemin à faire. Le chiffre important ici à retenir, c'est 48 %. Donc, le premier chiffre que je vous ai dit, donc près d'une entreprise sur deux, en 2019, avait intégré 0 ou une seule technologie numérique dans ses opérations, dans sa gestion, dans ses activités. Donc, et puisque les entrepreneurs sont pleinement conscientisés, pour la plupart, en fait, de l'importance de l'intégration des technologies numériques, nous leur avons demandé cette année, mais quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine dans votre implantation des technologies numériques? Alors, voyons ce qu'ils nous ont répondu. Près des 3/4 des répondants affirment que le manque de temps est un frein à l'intégration des technologies numériques. Plus de 6 répondants sur 10 affirment que c'est le manque de personnel qualifié, donc la fameuse pénurie de main-d'œuvre qui nous rattrape également pour l'intégration des technologies numériques. Un répondant sur 2 a dit que c'est le manque de connaissances sur ce qui est pertinent pour l'entreprise en matière de technologie numérique. Donc, de savoir qu'est-ce qui est bon pour mon entreprise, pour ma situation. C'est un problème pour un répondant sur 2. 45 % affirment que c'est la difficulté d'évaluer le retour sur l'investissement qui est un problème. Pour ceux qui étaient présents à la présentation l'année dernière des résultats de la 10e édition de notre baromètre industriel, on nous a montré quelques capsules vidéo. Et on entendait d'ailleurs certains entrepreneurs qui avaient implanté beaucoup de technologies numériques, mentionner que ce n'est pas toujours évident et même possible, par simple calcul comptable, d'évaluer le retour sur l'investissement des technologies numériques. Mais il fallait le faire, ça relève souvent plus de la profession de foi. Et, un peu surprenamment, le manque de financement est la dernière des 5 raisons évoquées par les entrepreneurs. Donc, c'est quand même près de 4 entrepreneurs sur 10, mais c'est la 5e cause. Donc, en 2019, le financement n'était pas un obstacle majeur pour la plupart des entrepreneurs. Peut-être qu'en 2020, ça pourra changer et Investissement Québec et d'autres organismes vont sûrement offrir des programmes intéressants, mais en 2019, le financement n'était pas l'enjeu principal. Et un peu comme on l'a fait pour les autres paramètres, on démontre dans ce graphique l'impact de l'intégration des technologies numériques sur la performance et les activités de l'entreprise. De couleur orange, nous avons mis les entreprises qui ont intégré ou qui prévoient intégrer 6 technologies ou plus. Et en bleu, les entreprises qui ont intégré ou qui prévoient intégrer aucune ou une seule technologie. Donc, on peut voir que les entreprises qui misent beaucoup sur les technologies numériques sont plus nombreuses à augmenter leur chiffre d'affaires, à augmenter leur nombre d'employés. Elles sont moins limitées au Québec et inversement vendent plus à l'international et également sont beaucoup plus innovantes.
Donc, les technologies numériques ont un impact, quand c'est bien fait, ont un impact positif sur les entreprises. Donc, je vous ai présenté beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vais tenter de vous les résumer en quelques phrases simples. Premièrement, les ventes. On a vu qu'il y avait une croissance des ventes en 2019, mais que cette croissance s'est essoufflée. Une des causes est que les exportations n'ont pas cru en 2019. Également, nous avons remarqué que les investissements n'ont pas eu de croissance en 2019, sauf les investissements en formation. Et d'année en année, vous pourrez le voir dans notre rapport, nos résultats prouvent que les investissements ont des impacts positifs sur la performance des entreprises. Également, nous avons parlé d'innovation. Nous avons vu que la plupart des entreprises font de l'innovation à divers degrés. Le taux d'innovation des entreprises n'a pas beaucoup changé depuis 2016. Et selon l'aveu des entrepreneurs, l'innovation a des impacts positifs en termes de productivité, en termes de coûts de fabrication, de renouvellement de la clientèle, d'attraction des nouveaux talents et des impacts positifs également sur les exportations. Deux sujets retiennent particulièrement notre attention cette année. Le premier est le recrutement, en fait, la pénurie de main-d'œuvre. Comme mentionné précédemment, la pénurie de main-d'œuvre, même si c'est moins d'enjeux cette année, va nous rattraper à nouveau au cours des prochaines années. On a vu que cette pénurie-là a des impacts très importants sur les entreprises. On parle de commandes livrées en retard. On parle de qualité des produits qui peut être détériorée dans certains cas. On parle d'entrepreneurs qui doivent refuser des commandes, des entrepreneurs aussi qui doivent remettre à plus tard des projets d'investissement et d'innovation. On voit aussi des impacts sur le nombre d'heures travaillées par les entreprises. Donc, on voit beaucoup d'impacts négatifs par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Cependant, on a vu que nos entrepreneurs sont également très créatifs, très imaginatifs. Cependant, avec près de 9 entreprises sur 10 qui ont déjà augmenté les salaires, comme mentionné précédemment, ça va être difficile en 2020-2021 de continuer à cet égard. Donc, il va falloir avoir des solutions qui ne sont pas nécessairement monétaires, mais qui sont des bonnes idées pour attirer, en fait, et retenir les employés. Donc, ce qu'on entend quand on parle à nos entreprises, quand on fait nos visites de membres, quand on discute avec les entrepreneurs, on parle de plus en plus de mobilisation des employés. C'est important d'impliquer les employés dans les décisions. Beaucoup d'entreprises fonctionnent de plus en plus à livre ouvert. Donc, partagent les informations, partagent les bonnes nouvelles, les moins bonnes nouvelles, partagent également les profits quand il y en a. Beaucoup d'entrepreneurs nous disent aussi, je donne de plus en plus de responsabilités à mon équipe pour les impliquer ainsi, donc je prépare ma relève. On voit que les entreprises mettent aussi beaucoup d'affaires sur l'attraction, donc l'image, ce qu'on appelle le marketing employé, pas juste le marketing pour les ventes, donc l'attractivité de l'entreprise. Le recrutement à l'étranger sera sûrement une solution. Également, des horaires plus flexibles, même le temps partiel pourra permettre de retenir dans les entreprises des employés plus expérimentés qui seraient peut-être portés à prendre la retraite. Mais si on peut les garder à temps partiel, ça va nous faire du personnel de plus. Également, ils pourront transférer leurs connaissances aux plus jeunes. Enfin, le virage numérique, on voit qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Une entreprise sur deux n'a toujours pas entamé son virage numérique. Pourtant, selon l'avis des entreprises qui ont investi beaucoup, les résultats sont en rendez-vous. Parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Alors, c'est important d'y aller, par contre, stratégiquement, progressivement. On se rappelle, au cours des dernières années, on a démontré, avec notre baromètre industriel, que la moitié des entreprises manufacturières, et plus de la moitié pour les plus petites, n'ont pas effectué d'exercice de planification stratégique au cours des dernières années. Donc, c'est important de réaliser une planification stratégique. En 2020, ce sera d'ailleurs important de mettre ce plan-là à jour. Parce qu'évidemment, avant d'implanter les technologies numériques, il faut savoir où on veut s'en aller, ce qu'on veut faire et comment on veut se démarquer. Les entrepreneurs ont mentionné le manque de temps comme un obstacle. Le manque de temps, le piège là-dedans, c'est que quand les choses vont bien, on manque de temps pour les projets numériques parce qu'il faut sortir les commandes. Quand les choses vont mal, on manque de temps pour faire rentrer des commandes. Donc, il n'y a pas vraiment de bon temps pour implanter les technologies numériques. Il s'agit d'y aller progressivement. Les entrepreneurs ont également mentionné qu'il manquait de main-d'œuvre, qu'il manquait d'aide et de connaissances. Alors, ça va être important pour eux de faire affaire avec des ressources externes, des ressources externes qui sont objectives, qui sont neutres, qui sont indépendantes, afin de leur donner les meilleurs conseils pour leur entreprise. Donc, on suggère de réaliser tout d'abord un diagnostic industrie 4.0, ensuite de se faire accompagner pour l'établissement du plan numérique, les choix technologiques, la sélection des projets, la priorisation des projets, également le suivi des projets.
Les technologies numériques ne sont pas une panacée. En fait, elles n'ont pas la vertu de mettre de l'ordre dans le chaos. Donc, c'est important de clarifier où on veut s'en aller, de mettre de l'ordre dans nos processus, nos procédés, nos procédures, afin qu'elles répondent à la demande. Comme je mentionnais, des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais quand c'est bien fait, les résultats sont au rendez-vous. Alors, c'est ce qui met fin à la présentation des résultats. Merci beaucoup, Richard, pour cette belle présentation. Merci. C'est ce qui met fin à notre webinaire. Comme Richard l'a mentionné, on va vous envoyer l'étude dans quelques minutes. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter chez STIC. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, à vos questions. Donc, nous espérons que vous avez apprécié cet événement, bien que le contexte soit un peu plus difficile cette année. Nous tenions quand même à présenter les résultats de notre étude, qui a toujours sa pertinence. En mon nom et en celui de toute l'équipe de STIC, je vous remercie chaleureusement de votre participation. On vous souhaite un bel après-midi, puis on espère vous revoir en personne le plus rapidement possible. Merci à tous. Au revoir.